Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Alors sur mes réseaux, je vous avais laissé le choix entre deux sujets de vidéo et celui-ci a été très demandé. Donc je vous fais cette vidéo qui me tenait moi aussi très à cœur sur un sujet pas toujours évident, mais encore trop tabou à mon goût. Donc voilà, on va en parler librement et sans problème ici entre nous. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Alors pour vous parler de comment un couple survit à l'arrivée d'un ou plusieurs enfants, je vais vraiment juste vous parler de moi, de mon expérience avec ma chérie, vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour nous, parce que ça a été très loin d'être un long fleuve tranquille, on a connu quand même pas mal de montagnes russes et donc je vais vous les partager ici, sans pour autant trop dévoiler de notre vie intime, parce que voilà, c'est notre choix aussi de vouloir garder ça un petit peu pour nous. On a traversé des choses qu'on n'a pas forcément envie de raconter publiquement. Mais en tout cas, ici, ce que je veux vous montrer, c'est que vous n'êtes pas seul à traverser tout ça. Ça arrive à de nombreux couples. Donc avant d'avoir un enfant, Valériane et moi, on était ensemble depuis plus ou moins 7-8 ans. Donc on avait vraiment déjà une relation bien installée, on se connaissait bien. On était jeunes, mais on a toujours su très rapidement qu'on voulait avoir des enfants ensemble. On en parlait librement, voilà, étant un couple de femmes, on savait que d'office ce serait un chemin pas forcément évident et donc on en avait parlé dès le début de notre relation. Pour autant, on a quand même voulu faire pas mal de choses avant d'avoir des enfants, dont une année au Canada par exemple. Et donc voilà, une fois que le projet enfant a été mis en route, ça a été très vite. Pendant ma grossesse, comme beaucoup de personnes, j'idéalisais vraiment cette vie de famille. Et je me disais que oui, même si certains connaissaient des soucis avec leurs enfants, ça n'arriverait pas à moi, moi j'échapperais à ça, on échapperait à ça, notre couple n'en souffrirait pas, je nous sentais forte, je nous sentais vraiment prête pour ça. Chez moi c'était vraiment un besoin viscéral d'avoir des enfants, donc voilà, c'était naturel, on l'a fait sans trop vraiment se poser de questions sur l'après, hein. L'idée c'était d'avoir un enfant, mais on se projetait pas forcément dans la manière dont on allait être parents. On n'a pas vraiment parlé d'éducation, de tout ce genre de choses. Ça, on se disait qu'on aurait encore le temps de le faire après. Pendant toute ma grossesse, Valériane a été hyper impliquée. Elle participait à toutes les échographies. On a fait de l'autonomie, donc elle venait avec moi. Ça lui a permis de créer un lien in utero avec Cléo. Donc vraiment, elle était hyper impliquée dans toute la grossesse. Ensuite, j'ai accouché, Cléo est arrivée et là je me suis transformée un petit peu en maman louve. C'est vraiment l'impression que j'avais, je me sentais vraiment hyper connectée avec Cléo. J'avais besoin de la protéger du monde entier. Ce qui n'a pas été facile à l'époque pour Valériane parce qu'elle n'a pas forcément pu, en tout cas au début de vie de Cléo, trouver sa place. C'était un petit peu compliqué pour moi de laisser faire quelqu'un d'autre, même si c'était Valériane. J'avais souvent l'impression que je savais mieux ou que j'allais faire plus vite, que j'allais pouvoir la calmer plus facilement. Donc voilà, c'était d'office moi qui allais agir quand il se passait quelque chose. Je ne laissais pas forcément de la place pour quelqu'un d'autre. Vous le savez, et si vous ne le savez pas, je vous invite à aller voir la vidéo sur le sommeil des enfants. On a connu avec Cléo une période très compliquée. Donc pendant ces 2 premières années de vie, elle a très mal dormi. Elle se réveillait en moyenne 10 fois par nuit. Donc la fatigue était vraiment intense. Autant chez moi que chez Valériane. Moi je suis quelqu'un qui a besoin d'un peu moins d'heures de sommeil par nuit. Valériane a besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Il n'empêche qu'on était toutes les deux complètement épuisées. Quand on dort mal pendant une nuit, 2 nuits, une semaine, ok, mais pendant 2 ans, ça plombe vraiment le moral. Tout nous énerve, on est très sensible, on s'énerve un peu pour rien. Et donc c'est à ce moment-là que ça a commencé à être vraiment plus difficile parce qu'on s'est rendu compte que, voilà, au début, c'est chouette, on découvre et puis à un moment, on est fatigué
épuisé et là on se rend compte qu'on a nos limites. Là où ça s'est vraiment corsé, c'est au moment où on a eu nos premiers sujets de conversation sur l'éducation. J'ai pas vraiment d'exemple précis en tête, mais je sais que c'était un sujet de tension et en fait c'est normal quand on y pense parce qu'un couple parental, ben, c'est jamais que deux personnes qui viennent d'horizons souvent différents, qui ont une éducation différente, qui arrivent avec un bagage, un vécu, des valeurs, des lectures, voilà, un apprentissage différent. On arrive chacun avec notre passé et avec ce lourd bagage, chacun, on doit arriver à prendre des décisions communes pour quelqu'un d'autre. Et là, c'est pas toujours facile de se mettre d'accord. On a forcément l'impression que notre manière de penser, notre manière de voir les choses est meilleure que l'autre et on comprend même pas pourquoi l'autre comprend pas que notre manière de voir les choses c'est la bonne solution. On se dit mais pourquoi, qu'est-ce qui voit pas clair ou quoi, c'est bizarre, pour moi ça me semble tellement logique de penser comme ça, pourquoi l'autre ne pense pas comme moi? La tension a commencé à monter, on se disputait quand même énormément. Au début, on se disait qu'on se disputerait pas devant Cléo, et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à gérer ça, qu'on se disputait devant elle. Comme elle était toujours avec nous jour et nuit, c'était un petit peu compliqué d'arriver à se parler, à se prendre la tête hors de sa vue et de ses oreilles. Et à force de se prendre la tête tout le temps avec l'autre, on a l'impression que le problème, c'est l'autre. Il y a des fois où je me disais, mais en fait, ça serait plus facile d'être maman solo. En fait, au moins, j'aurais pas de compromis à faire. Je serais libre de faire ce que je veux avec ma fille. Et ben voilà, j'étais vraiment dans un engrenage où j'avais vraiment l'impression que le problème, c'était Valériane. Je sentais que j'étais fatiguée, mais pour moi, le souci, c'était l'autre adulte, quoi. Et je pense que c'est humain et naturel de se dire ça. Je vous en parle maintenant parce que j'ai quand même du recul depuis et qu'on a quand même pas mal avancé, ça je vous expliquerai après. Mais donc quand Cléo a eu plus ou moins 1 an, on a commencé à parler de séparation. On en a parlé tellement on n'en pouvait plus, en fait on se disait que c'était la solution, que le fait de se séparer, de vivre dans 2 maisons différentes, d'arrêter d'essayer de recoller les morceaux d'un couple parental à la dérive. Voilà, on n'arrivait pas à mettre notre énergie partout. On n'arrivait pas à mettre notre énergie pour notre enfant et en même temps pour notre couple, c'était comme trop. Et alors pour nous-mêmes, on n'en parlait même pas, quoi. C'était même pas à l'ordre du jour. C'était Cléo, puis nous, enfin puis notre couple et puis nous-mêmes. Mais en fait, c'était surtout juste Cléo, quoi. Il y a vraiment eu un week-end qu'on a passé séparément. Ça nous a fait du bien parce que quand on s'est retrouvés, on a pris la décision d'aller voir une psy ensemble. On a fait cette thérapie pendant pas mal de temps, je dirais à la grosse louche, un peu plus d'1 an. Ça a permis de remettre de la communication là où il n'y en avait plus du tout. Ça a permis à chacune d'arriver à exprimer ses besoins, à l'autre de les entendre. Et donc petit à petit, on a retrouvé une complicité, on a retrouvé le plaisir d'être ensemble. Et quand Cléo a enfin fait ses nuits et qu'on se sentait moins fatigué, on a décidé de remettre ça parce qu'on est un peu maso. Beaucoup le savent, mais donc la suite des aventures, c'est qu'on a eu des jumeaux. Et là, à l'arrivée des jumeaux, pareil, en fait, on a vécu vraiment la grossesse ensemble. À une exception près, c'est qu'à ce moment-là, Valériane a commencé à tomber en dépression et donc ça a été compliqué pour elle pendant 2 ans. Mais en ayant des jumeaux, ce qu'on a eu plus facile à faire, c'est le partage des tâches. Et en fait, c'est parce qu'on était juste obligés. Avec 2 bébés, voilà, il fallait vraiment qu'on se partage les tâches, sinon on n'allait pas survivre. Donc ce qu'on faisait, par exemple la nuit, c'est que chacune s'occupait d'un bébé. À chaque fois qu'il se levait, c'est celle-là qui allait le nourrir. Évidemment, on échangeait les bébés, c'est pas toujours la même qui s'occupait du même enfant. Mais ça nous a permis vraiment de survivre pendant ces premiers temps avec les jumeaux parce que franchement, c'était pas simple. On aurait très bien pu se déchirer à ce moment-là. Au contraire, on s'est un peu soudés dans les premiers temps en tout cas. Mais avec 3 enfants plus la dépression de Valériane, pour moi, la charge mentale était vraiment hyper difficile à gérer. Les 2 premières années de vie, encore une fois, des petits ont été très compliquées. Et donc là aussi, fatigue, énervement, on n'est pas d'accord sur l'éducation,
on revient avec nos bagages du passé, ce qui s'est passé aussi avec Cléo. Voilà, on emmagasine, on emmagasine et puis ça pète un jour. Et donc là, les jumeaux, ils avaient 1 an et demi, je pense. Et on a décidé de se séparer, en tout cas de faire un break. Enfin bref, c'est aussi clair que Ross et Rachel dans Friends. C'est voilà, on a décidé en tout cas de ne plus vivre sous le même toit pendant un moment. On pensait vraiment se séparer. Voilà, on avait commencé à y réfléchir vraiment concrètement. Et puis en fait, le fait d'être séparés comme ça géographiquement, moi vraiment, ça m'a permis de me rendre compte que c'est pas ce que je voulais, que mon problème c'était pas Valériane, que mon problème c'était plein de choses et notre couple, mais ça m'a permis de prendre un peu de recul sur la situation, ce qu'on n'arrive pas forcément à faire quand on a le nez dedans. On voit pas clair, on a l'impression que tout est brouillé, qu'on sait même plus comment ça a commencé, comment les disputes se sont accélérées, enchaînées, on est un peu perdu dans le flot du quotidien jusqu'au moment où ça explose parce qu'en fait on n'en peut plus et qu'on n'a plus d'idée pour comment sortir de ça. Donc on a vécu séparément pendant un long mois et puis on s'est reparlé vraiment en disant ok, donnons-nous une dernière chance, mais si c'est la dernière, il faut que ça soit vraiment une vraie chance. Et donc là on a été voir une autre psy avec qui on a entamé une thérapie de couple. Et là, ça a vraiment fait un déclic. En même temps, Valériane est sortie de sa dépression, a trouvé un travail. Moi, j'ai trouvé aussi des activités qui m'épanouissaient. Et donc, tout ça a fait que ça a remis du calme là où c'était le chaos. Et en fait, notre gros travail chez la psy, c'est d'arriver à remettre notre couple au centre de notre famille parce qu'on s'est rendu compte que depuis qu'on était une famille, en fait, on mettait les enfants au milieu et nous, on tournait autour comme ça. Et de temps en temps, on se retrouvait, mais c'était hyper rare. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'arriver à se dire, on était là avant d'avoir une famille, on était là, notre couple était là avant d'avoir des enfants. Et c'est le socle, ça doit être la base de notre famille et aussi la base de notre éducation. Parce qu'à force de disputer, de même plus s'embrasser devant les enfants, voilà, c'est aussi ça, l'image qu'on donne à nos enfants du couple. On trouvait ça super dommage qu'ils ne nous voient pas souvent rire ensemble, nous embrasser, passer vraiment des moments de dingue où on fait les folles. Enfin, c'était ça, notre couple avant, alors pourquoi ça l'est plus maintenant? On a rétabli la communication en analysant bien notre manière de communiquer à chacune. Notre psy, elle nous donne vraiment des exercices pratiques et ça me parle beaucoup à moi, de faire vraiment des exercices pratiques. Au début, c'est un peu gênant de faire des trucs comme ça devant la psy, de faire des exercices de communication active avec son partenaire devant une tierce personne, c'est bizarre, mais en même temps, c'est son métier, elle est là, elle est hyper bienveillante et donc c'est chouette, ça nous fait bien avancer. On s'est vraiment rendu compte que on venait chacune avec notre paradigme à nous et que forcément l'autre n'a pas forcément le même paradigme que nous. Donc un exercice qu'elle nous avait donné, c'est on avait chacune un coussin et on devait le mettre dans notre dos. Et le but du jeu, c'était d'attraper le coussin de l'autre. Et donc évidemment, nous on se chamaillait pour avoir le coussin et tout ça. Et en fait, elle nous a dit, mais pourquoi vous n'êtes pas juste donné le coussin? Pourquoi vous n'avez pas juste donné votre coussin à l'autre et pris celui de votre partenaire? Ah oui, j'avais même pas pensé à cette solution-là. Parce que la règle du jeu n'incluait pas que nous, on garde absolument notre coussin. C'était pas ça, il fallait juste avoir le coussin de l'autre. Tout ça pour nous faire comprendre que parfois, il faut faire un pas vers l'autre pour que l'autre en fasse un vers nous. Et que souvent on a plutôt l'habitude de défendre vraiment notre point de vue, notre paradigme. Et franchement, je juge pas, je suis la première à faire ça. J'ai beaucoup de mal encore à donner mon coussin à Valériane parce que forcément quand on fait un pas vers l'autre, on se sent un peu nu, un peu mis en danger, un petit peu plus faible que l'autre. On a peur que l'autre nous fasse du mal et on a peur que l'autre nous fasse souffrir parce que si l'autre ne vient pas vers nous, on est tout seul devant et on ne sait plus quoi faire. Mais si on garde tout le temps notre coussin comme ça, juste à nous, on ne saura jamais ce qui se passe si on le tend à l'autre. On ne saura jamais si l'autre va faire la même chose ou pas. Et donc pour revenir au sujet de l'éducation, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une feuille et qu'on a écrit nos principes d'éducation.
ce qui nous paraissait vraiment logique en fait à la base, mais on se rendait compte que dans la vie de tous les jours, c'était pas si logique vu qu'on se prenait la tête tout le temps pour des sujets d'éducation. Donc là, on a vraiment pris un soir où on s'est dit, bon, c'est quoi nos valeurs, si notre enfant, enfin si tel enfant fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Si les enfants font une crise, comment on réagit? Si les enfants veulent regarder la télévision, quelles sont les règles? Enfin vraiment des choses comme ça. Et on a mis ça par écrit et comme ça on sait que même si on n'est pas là, ben, l'autre respectera les mêmes règles que nous. Ce sont des règles qu'on a établies à deux, on est toutes les deux d'accord sur ces règles-là, on a fait des compromis dans la mise en place de ces règles pour que ça corresponde aux valeurs de chacune et aux valeurs qu'on veut transmettre ensemble à nos enfants. Une chose importante qu'on a mise en place aussi, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo il me semble, mais c'est que maintenant au début de chaque mois, on organise notre mois et on y met obligatoirement 4 moments importants. Donc il y a un moment en famille, vraiment un moment en famille où on sort à 5, faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Un moment pour moi, Émilie, toute seule. Un moment pour Valériane, toute seule. Et un moment pour notre couple où on est juste à deux. Et donc ces 4 moments-là, il faut à chaque fois qu'on puisse les mettre dans notre mois. Et c'est en s'obligeant à faire ça qu'on est parvenu à dégager vraiment du temps pour nous. Parce que sinon, on trouvait toujours des bonnes excuses en disant « Oh mais j'ai pas le temps pour moi, ben, pour notre couple parce que les enfants sont trop petits, j'ai peur de les faire garder. » On culpabilise, on se dit quand même on a eu des enfants, on doit pouvoir s'en occuper, ou c'est pas si important de passer du temps de couple. Alors que si, c'est la base en fait, c'est là où vous remplissez votre réservoir affectif. Maintenant, ben, je vais pas vous dire que on se dispute plus, pas du tout, pas du tout. On a quand même des caractères très opposés et donc c'est notre force autant que notre faiblesse. On se chamaille à peu près sur tout, tous les jours, mais on arrive à trouver des compromis, à faire en sorte que ça convienne à tout le monde. Honnêtement, je comprends les couples qui n'ont pas survécu à l'arrivée d'un bébé parce que c'est hyper difficile avec la fatigue, les confrontations, les problèmes d'éducation différentes. C'est normal et courant d'en arriver à se séparer, d'autant plus en cette période vraiment compliquée de Covid où presque tout le monde a son réservoir à plat, on manque vraiment de temps pour pouvoir se changer les idées, passer du temps vraiment ensemble, faire garder facilement les enfants. C'est très difficile pour les parents parce qu'en plus ils gardent les enfants en travaillant régulièrement à cause des confinements ou des quarantaines. Donc c'est très difficile moralement. J'ai eu beaucoup de chance aussi d'être soutenue par des amis en or autour de moi. Pas des amis qui venaient pour critiquer Valériane, mais justement des amis qui venaient avec des questionnements pour me faire réfléchir, pour me dire ben voilà, c'est pas forcément de la faute de l'autre, pour vraiment analyser la situation, essayer de la décrypter du mieux que je pouvais, parce que c'est pas toujours très positif de se faire entourer de personnes très négatives qui disent justement beaucoup de mal de votre conjoint, qui sont systématiquement d'accord avec vous quand vous râlez sur l'autre. C'est pas forcément de ça qu'on a besoin, on a besoin d'être reboosté pour revenir chez soi et pour recoller les morceaux, que ça aille mieux. Évidemment, sauf dans des cas vraiment extrêmes où là, la séparation est vraiment la seule chose à faire. Mais là, je vous parle de petites disputes et de tensions latentes. Pour ça, vraiment, n'hésitez pas à vous faire accompagner, c'est tellement précieux. En tout cas, pourquoi pas essayer avant de se dire, ben voilà, on aura tout essayé, ça marche pas. Mais ça peut être une bonne piste, même pour se séparer dans de bons termes. Voilà, je vais arrêter là la vidéo parce que sinon elle va être trop longue, mais je sais que ce sujet vous intéresse. Et si c'est le cas, je pense faire un live prochainement sur mes réseaux. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram et Facebook, je vous invite de tout cœur à le faire. Je partage tous les jours des stories et des posts. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit j'aime et de partager cette vidéo. Je vous embrasse. Ciao!